Ces parlementaires, merci de nous recevoir chez vous. Les populations autochtones représentent environ 476 millions de personnes vivant dans environ 90 pays selon les notes des Nations Unies. Leur approche socio-économique met au premier plan le respect de la nature, approches qui ne sont souvent pas sans accrochage avec les gouvernements et multinationales sur certaines questions liées aux infrastructures. Les autochtones, qui sont-ils réellement et que pèsent-ils aujourd'hui dans les différentes initiatives environnementales? Nous allons explorer les réponses à toutes ces questions avec Apollinaire Ousoulio, président de l'ONG GRAP Bénin, vous le savez, mais aussi membre de l'Alliance Les Gardiens de la Mère Nature de l'Afrique. Bonjour Apollinaire Ousoulio. Bonjour frère. Merci d'être chez nous ici, l'un des plus grands contributeurs et toujours présent, disponible pour parlementaires et toute son équipe. Tout le plaisir est toujours d'être là, s'il s'agit de la nature, de l'environnement, simplement la vie. Et merci pour le travail que vous faites aussi. Et pour la vie, la nature, justement, vous êtes l'un des représentants des peuples autochtones en Afrique. C'est à ce titre qu'en décembre, vous étiez à Dubaï pour prendre part à la dernière COP 28. Et donc, la première question, on va démarrer par ça, justement. Qui peut être appelé autochtone, qui peut être considéré comme faisant partie des peuples autochtones? Merci. Au commencement, le maître de l'univers a créé des espaces pour chaque peuple. Mais il arrive des fois où vous migrez, vous quittez, vous allez ailleurs. On vous appelle des allochtones. Mais j'ai dit, ce qu'on appelle peuple autochtone, c'est des gens qui ont un lien. D'abord, il y a un territoire, il y a une culture, ils ont un lien avec ce territoire. Et ça s'est perduré sur plusieurs générations. Je prends le cas, par exemple, d'un peuple béninois qui a une culture, qui a une terre, qui vit sur des espaces qui ont des liens culturels liés à la croyance, liés à leur langue, à leur dialecte, liés au respect des règles de la nature, liés à même leur pratique culturelle, etc., mais qui vivent sur le territoire. Et aujourd'hui, l'exemple, moi, mon exemple, je suis de Toribosito, mes parents sont nés là, la langue Tori est née à Toribosito, on a un lien fort avec le territoire de Toribosito, nos ancêtres se sont rencontrés là, ont perpétué, ont créé une langue, ont créé des savoir-faire autour de notre croyance endogène, des règles pour la gestion des forêts, pour la gestion de l'eau, pour l'agriculture, tout ça là réuni, ça donne d'abord un peuple, un territoire et des liens d'appartenance à ces territoires qui les réconfortent à dire nous avons une identité. Et peuple autochtone, ce n'est pas seulement l'habillement, c'est aussi dans le comportement et le savoir-faire, le savoir-vivre lié surtout à la connexion avec la nature et aux ancêtres. Ainsi défini, on va dire que la notion donc de peuple autochtone est assez vaste et couvre pas mal de personnes. Finalement, au Bénin, est-ce qu'il y a des peuples finalement qu'on peut extirper de ce lot-là? Non, je ne pense pas. Mais bon, si par exemple un frère qui est venu du Nigeria, qui est en train de vendre au marché, ne pourra pas s'appeler autochtone. Ça manque la notion de connexion, avec cette terre. Quelqu'un qui est en déplacement pour venir travailler au Bénin d'un autre pays ne peut pas s'appeler autochtone. Il s'appellerait allochtone maintenant. Et puis aussi, quelqu'un qui s'est déplacé de son coin pour aller s'installer, par exemple, dans un autre coin du pays, ne va pas s'appeler autochtone dans ce pays. Dans là où il est allé, ben, il doit s'appeler autochtone par rapport à sa terre. Je prends quelqu'un qui est né à Abomey, qui est d'Abomey, il est Fon, c'est un peuple autochtone parce que les Fon
Si vous allez au Nigeria, vous trouvez un fonds. L'origine de fonds, tout le monde connaît. L'origine de tori, tout le monde connaît. Et au Nigeria, il serait allochtone. Allochtone. Maintenant, si les Yoruba, il y a des Yoruba qui seront autochtones ici et des Yoruba qui seront autochtones au Nigeria parce que entre les deux frontières, il y avait de grandes migrations et les gens, après un cycle, parce qu'en temps, il n'y avait pas la notion d'achat de terre. Il y a l'occupation de terre. Et quand vous migrez, vous allez sur des espaces. Après un temps sur l'espace, vous développez des savoir-faire, des savoir-être sur l'espace. Et quand vous développez des savoirs comme ça, vous arrivez maintenant à créer des liens d'appartenance à ces territoires et des règles de vie qui fait de vous un élément, un humain, le territoire et tout ce que ça contient, mais en même temps avec des liens d'interaction avec ces territoires. Donc vous êtes autochtone de là. Et ça diffère d'une région. Il y a des autochtones qui sont nos frères qui sont sur l'eau, par exemple. Quand on parle des Agégués, des Graviers, c'est les autochtones de là. Donc c'est chaque peuple, son territoire et des liens. Ce pas des gens qui sont en train de partir, qui ont un lien avec le territoire et qui ont des pratiques intrinsèques à eux et avec une certaine originalité liée à un espace et transmis de génération en génération. Alors cette définition presque qui nous ramène à la notion de la sédentarisation des peuples nous appelle à un autre questionnement. La spécificité de la notion de peuple autochtone ici en comparaison avec ailleurs. En Occident, par exemple, ou si vous voulez en Asie ou en Amérique du Sud. Est-ce qu'il faut opposer ce thème-là à la notion d'aborigène ou d'indigène? Non, mais les aborigènes, pour la plupart, sont des autochtones. Pour la plupart, parce que quand ils sont partis s'installer dans les forêts, et surtout dans les espaces naturels, ont développé des pratiques, mais qui étaient déjà intrinsèques à eux, qui étaient en eux, même en transportant, en quittant un lieu pour un autre, se sont retrouvés dans leurs écosystèmes, même si c'est devenu un écosystème humain, mais avec une relation avec la nature et l'espace qu'ils ont occupé. Du coup, ils ne sont pas totalement déconnectés des réalités socio-culturelles dont ils sont tributaires, liés même à ce que leurs parents et les ancêtres leur ont légué. Donc, un peuple autochtone met au monde un enfant autochtone, d'autant plus que il va recevoir une quantité d'informations génétiques de son papa, mais en même temps sur le plan culturel et cultuel, une transmission de savoir, et tandis qu'il perpétue ça dans un écosystème avec un lien fort avec cet environnement, il sera aussi appelé peuple autochtone. Il y a des peuples autochtones qu'on appelle aussi les peuples premiers, qu'on retrouve même au Canada, qu'on retrouve aussi aux États-Unis. Moi, je suis allé à Hawaï, dans la forêt de l'Amazonie, au Brésil. On les retrouve parce que c'est des gens. Il y a même des gens qui n'ont même pas, jusqu'à aujourd'hui, ont eu peu de contact avec les autres humains. Qui ont gardé cette originalité, l'intelligence de vivre avec la nature. Absolument. Moi, j'ai mon ami, je pense à lui, qui se bat maintenant pour récupérer leur territoire que les gens sont en train de détruire. Mais au sein de ces territoires se trouvent des peuples qui n'ont pas voyagé, qui n'ont pas allé à la découverte d'autres peuples. Je pense à l'Inawa et un ami qui aujourd'hui, même s'il sort, ils ont d'abord, quand vous voyez, vous allez savoir qu'il y a une différence entre ces gens-là qui vivent dans le milieu avec une relation avec leur milieu et ceux qui sont des gens qui migrent, qui avec le temps, se sont séparés de l'espace pour aller s'installer ailleurs. Finalement, peut-être aussi avant d'évoluer, vous interrogez sur la différence entre les aborigènes, votre ami dont vous parliez, ceux-là qui corps et âme se battent, et on le voit toujours, face à l'avancée de l'urbanisation et de ses corollaires en termes de routes et autres, et nous, ici, peuple d'autochtones, sur le prisme de l'environnement, quelle différence se joue entre nous ici et, par exemple, l'Amérique du Sud? Que ce soit en Amérique du Sud ou en Amazonie,
les peuples qui vivent continuent de croire à la cueillette, à la chasse et à certaines règles de la nature, à vivre intégralement dans la forêt, pas de grand breeding. Et ils ont tous les jours le contact avec la terre, les animaux, les autres espèces. Mais nous, ici, aujourd'hui, on a des peuples autochtones où une partie de ce qu'on appelle les frères et sœurs non humains, nous l'avons détruit. Nous l'avons détruit. On a cassé le lien on a avec cassé un peu le lien, animal, le monde végétal. Le monde animal, le monde végétal. En temps, tu traversais de grandes forêts avant de retrouver la maison. Mais aujourd'hui, les forêts, la taille des forêts, surtout les forêts sacrées, sont réduites. Les eaux sont polluées alors que les autres continuent d'utiliser ces eaux de surface pour boire, pour se laver avec. Ils ont encore cette possibilité de traverser de grandes superficies de forêt, c'est un peu vilain, de grands arbres. Ils ont gardé encore de ces grands animaux, des animaux, des carnivores qui sont restés, même en harmonie avec eux. Je pense aux jaguars qu'on retrouve dans l'Amazonie, des serpents de grande taille. Nous, et eux, ils sont en harmonie encore avec la nature. Nous, aujourd'hui, on est entre la voiture et notre pied, la maison, les motos, etc. C'est des gens qui ont peu de contact avec ces éléments perturbateurs aussi de la nature. Utiles à nous, mais bon, est-ce que c'est nécessaire dans certains cas, mais dans d'autres cas, ça reste à désirer. Donc, nous, on a gardé quelque chose. La valeur culturelle de nos ancêtres, surtout par rapport à certaines réalités socio-culturelles, on fait partie des rares pays ayant reconnu au moins un jour pour ce qui est intrinsèque à eux. Je pense au vaudou, l'aspect culturel que nous avons autour de vaudou, et ce savoir-faire, cet élément, cette pratique écologique qui prenait l'appui sur l'eau, l'air, le feu et la terre. Nous avons su aussi montrer aux autres, voilà, avant toute chose, on avait une connaissance avant les autres. Nous gardons cette connaissance et nous allons à l'école des autres aussi, en gardant notre identité. Si c'est ça, on a gardé une partie d'autochtones que nous avons, mais il y a d'autres qui sont partis, c'est surtout la grande nature sacrée autour des peuples autochtones. C'est des peuples qui, à la base, ont de vraies harmonies avec la nature, sans distinction des animaux. Et nous, la belle preuve, les familles autochtones, ici, il n'y a pas de famille autochtone dans lesquelles vous n'avez pas à avoir des totems et des interdits. Les totems, ça peut être un animal, un ou des animaux. Ça peut être des plantes, et il peut y avoir une ou deux plantes ou trois plantes que les gens conservent et avec des pratiques qui ont un lien fort avec la nature. Un enfant qui est né, on dit on va montrer l'enfant à la lune. L'enfant qui est né, on ne dit pas qu'on veut aller baptiser l'enfant, on dit on veut montrer l'enfant à la lune. Ça veut dire qu'on veut le présenter à la nature. Et après, on dit l'enfant ira cultiver son champ. Le bébé qui est au dos, ça c'est dans ma pratique, l'enfant ira cultiver son champ. On lui transmet la graine. On dit, tu es graine, tu es né, mais on te transmet ça pour que tu puisses transmettre à ta génération à venir. Après, on commence par lui parler des panégyriques de sa famille. On parle de panégyriques. Quand il pleure, on lui fait des panégyriques. Après ça, on lui montre des rites de sa famille. Est-ce que les familles sont des agriculteurs, des pêcheurs? Ils commencent par apprendre. Déjà tôt le matin, l'enfant commence par apprendre déjà à partir de 3-4 ans à comment porter l'eau sur la tête. Donc c'est des enseignements au quotidien, c'est une éducation au niveau des peuples autochtones, c'est une force intérieure qu'on transmet à l'enfant qui naît. Toujours. S'inspirant de la nature et pour renforcer justement le lien entre la société et la nature. Parlons, entrons un peu plus dans les questions d'environnement. Justement, en tant que représentant reconnu du peuple autochtone, au sein notamment de l'Alliance pour la terre-mer de l'Afrique, quelle place l'Afrique occupe au sein de ces organisations, de ces, on va dire, de ces unités de lutte qui représentent les autochtones? En dehors des cols blancs et en dehors des organisations classiques, l'administration, les organismes et les institutions, cette couche, quoique minoritaire dans les rencontres,
Et aujourd'hui, cette couche est présente sur nos territoires. Les peuples autochtones jouent un rôle fondamentalement dans la conservation de la nature originale. Et j'explique. Aujourd'hui, ceux qui conservent encore les forêts sacrées, les plans d'eau sacrés, la partie de la mer sacrée, avec un lien, le respect à la terre, parce que sachant qu'ils sont venus de la terre, ils retournent à la terre, c'est encore ces peuples autochtones. Dans les faits, oui, mais dans les rencontres, dans les cercles de médiation, les sphères de médiation, de lobby, que représentez-vous? Absolument, pour quel discours? Absolument, nous avons beaucoup de peuples autochtones. Malheureusement, il y a quelques francophones, mais en milieu anglophone, et aussi des Brésiliens. Si je vous dis le nombre de Brésiliens autochtones présents à la COP et bientôt au COP 30, je pense que ça serait au Brésil. Et déjà, nous sommes en train de projeter avec Cacique Raoni, le guide qui est au niveau du Brésil, a commencé déjà à anticiper pour savoir quelle est la voix des peuples autochtones que ça pose. C'était quoi votre voix à la COP 28? C'était quoi sur la table? Sur la table, c'est qu'on puisse respecter le territoire des peuples autochtones sans les tuer, les détruire. Parce que les multinationales, et parfois certains gouvernants, et dans l'esprit trop capitaliste, détruisent les territoires de ces peuples autochtones. Et parfois, on fait bouger les peuples autochtones de leur territoire pour aller les installer ailleurs. Ce n'est pas la même chose. Ils ont leur couvent, leurs rituels, leurs espaces sacrés. C'est tout un écosystème qui se brise. Alors, mais tout de même, il y a la question du développement qui est nécessaire, les infrastructures. Parfois, est-ce que le discours et les enjeux liés à la préservation des autochtones n'est pas en opposition aux besoins de développement? Non. Qu'est-ce que vous appelez le développement? Le développement humain durable tient compte du social, de l'environnement et de l'économie. Le tout avec un élément transversal qu'on appelle la gouvernance et la participation, ou bien la démocratie participative. Si vous n'êtes pas dans cette logique, vous allez faire le développement béton, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, si aujourd'hui le climat est en train de nous discipliner, c'est parce qu'on n'a pas écouté suffisamment les peuples autochtones. Est-ce que c'est un discours qui est entendu? Oui, et je pense qu'il y a beaucoup qui entendent et on est soutenu par beaucoup de leaders. Et vous allez voir spontanément aujourd'hui que les moins de 18 ans sont plus sensibles et se battent pour les peuples autochtones. Sauf qu'on est loin d'avoir un Dubaï pour les autochtones. Non, on n'a pas besoin d'un Dubaï pour les autochtones parce qu'on n'a pas besoin de libérer plus de CO2 pour les autochtones. On a besoin plutôt de produire de l'oxygène et de capter plus de CO2 pour ceux qui sont dans notre monde, qui ne sont pas opposants aux autochtones en fait, qui sont les enfants des autochtones, qui sont les descendants des autochtones, ayant choisi d'aller vivre dans les villes et de se retrouver dans un système où ils sont autochtones avec leur réalité, plus machine que l'humain. C'est les machines qui mangent, c'est les machines qui bougent, c'est les machines. Donc, ils sont eux-mêmes des robots debout. Maintenant, ceux qui ont gardé le lien de vie, parce que l'autochtone vit dans son milieu. Quand toi, tu iras, tu seras en train de chasser des moustiques à travers, mais lui pourra rester toute une heure sans savoir si moustique le pique ou pas. Donc, c'est des relations à un niveau quand vous avez une interaction avec la nature. La nature même vous... est très reconnaissante et crée cette réelle harmonie avec vous. On ne dit pas que tout le monde doit être autochtone, tout le monde doit vivre dans ces milieux, mais qu'on puisse, dans notre développement sur nos territoires, lors de nos lotissements, le remembrement, qu'on puisse penser qu'il y a une zone qu'on doit réserver pour des peuples qui ont déjà une relation avec leur communauté, parce que je sais, parfois c'est ces mêmes peuples qui disent, nous maintenant on a besoin de routes, on a besoin d'hôtels, on a besoin d'écoles, même si cela devrait avoir lieu. C'est qu'on puisse voir quelle est la réalité socio-culturelle du milieu. Qu'est-ce qu'on va installer? Et aujourd'hui, moi, je serais même plus à l'aise que dans un milieu autochtone, au lieu de laisser les gens mourir bêtement, on met des centres de santé. Mais ces centres de santé doivent avoir une certaine particularité. Les autochtones ont des pratiques pour guérir et traiter certaines maladies.
Pourquoi ne pas avoir la médecine moderne et la médecine traditionnelle de ces autochtones dans la même conception? On sait que c'est du paludisme. Si les médicaments qui sont là, qu'on choisisse les médicaments, si au moins les médicaments qui sont sur place, que les parents ont utilisés, si on peut avoir encore l'originalité de ces plantes, de ces feuilles, de ces écorces pour traiter certaines maladies et qu'on puisse les reproduire, parce que l'erreur aussi, des autochtones sont là dans l'esprit consommateur et on pense que Dieu a donné, ça ne finira pas. Et aujourd'hui, on se retrouve nez à nez parce que l'arbre, et que quand l'argent s'est introduit dans le peuple des autochtones, beaucoup de choses ont été, beaucoup d'eau passée sur les ponts. Venant même de l'intérieur. Oui, de l'intérieur, parce qu'on dit, nous, on vous donne l'ordre de couper nos arbres et donnez-nous de l'argent. Ou bien c'est en venant, amenez-nous la torche, l'allumette, et quoi encore, de l'alcool. Et simplement. Ou bien de grands vêtements. Ou bien des pipes en temps. Même des chapeaux, qui ne sont pas même des chapeaux de chez nous. Et quand on offre, en retour, lui dit, bon, prenez autant d'espace que vous quand vous voulez. Et il dit, non, nous on a des espaces sans savoir que c'est en train de finir. Quand on coupe un arbre, c'est des oiseaux qui ne sont plus là, des insectes ne sont plus là, les reptiles ne sont plus là. Tout ce qu'il y a comme écosystème, non, c'est l'habitat, cet arbre, c'est ça qui disparaît. Alors que lui en a besoin pour se traiter, pour l'agriculture et aussi pour avoir un lien avec ses ancêtres. On le sait, hein, vous bougez beaucoup sur ces questions-là et bien d'autres questions en lien avec l'environnement. Alors, celui qui est face à nous aujourd'hui, on le sait, vous avez rencontré le Dalai Lama l'année dernière, plusieurs autres voyages. Les peuples autochtones d'Afrique et d'ailleurs, sont-ils inquiets pour l'environnement ou sont, on va dire, optimistes? Je dis, il y a de grandes inquiétudes aujourd'hui, que vous soyez en Australie, que vous soyez au Canada. Et j'ai eu pensé pour les Wisdom Keepers. Les Wisdom Keepers, c'est au niveau mondial. Moi, j'ai représenté avec une sœur de l'Afrique du Sud sur les détenteurs de sang, les Wisdom Keepers. Mon frère Jacob, dans cette lutte-là, il a reçu des balles dans le ventre parce qu'il disait c'est pas bien de détruire le territoire des peuples autochtones. Mon frère Linawa, aujourd'hui, Benki, qui sont plus dans l'Amazonie, se battent tous les jours pour qu'on puisse conserver leur territoire, les forêts qui sont là, parce qu'ils ont un lien. Ils s'inquiètent. Et il y a pas de jour où on ne tue pas silencieusement des autochtones dans le monde. Et nous, moi, particulièrement, ça m'inquiète. Et ici encore, proche de nous, ici au Bénin, moi j'ai peur de beaucoup d'autochtones qui aujourd'hui qui deviennent étrangers sur leur propre territoire. Pour deux raisons. Premièrement, ils n'ont plus gardé leur territoire. Face à l'urbanisation, ils ont vendu des derrière-cours, ils ont vendu même des tombeaux. Donc maintenant, ils ont l'argent, pensant que pour les plus malins, les enfants d'autochtones, ils disent on ira en ville se chercher. Ils viennent ici, premier coup de Zémidian, quelques jours après, ça tombe en panne, ils deviennent fumeurs, drogués, etc. Ils ne peuvent plus retourner. Ou bien carrément, c'est des gens qui ont dit, bon, on vend notre terre, on ira acheter des terres moins chères dans d'autres communes. Arrivé dans la commune là-bas, tu deviens allochtone. Parce qu'en temps, nos parents quittaient, ils s'installaient sur les limites et ils délimitaient leur portion. Il n'y avait pas quelqu'un qui dit... Il n'y a pas une affaire de pas du tout. Vente. Il suffit d'avoir, s'il y avait un roi un peu plus proche, d'être ami au roi, dit je suis à tel coin. Donc aujourd'hui, la crainte, c'est que la vitesse avec laquelle on tue ces autochtones en Amazonie, au Brésil, les guerres qu'il a, je pense que le président Lula a commencé par signer la démarcation des... Mais aujourd'hui, il a des freins parce que les parlementaires qui devaient lui donner la possibilité de faire cette activité a commencé par lui créer des problèmes parce que derrière, il y a des lobbies des industriels, les lobbies des capitalistes pour pouvoir occuper plus de terre. Pour faire quoi? L'élevage des bœufs. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons choisir entre laisser vivre les autres. En Guyane française, il y avait un projet où pour quelques kilogrammes d'or, on voulait enlever plus de 1600 autochtones. Je pense que est-ce que ça, c'est réfléchi pour les humains? On est dans une autre forme d'esclavage où ces personnes, ces sans-voix, qui ont quand même une force. D'autant plus qu'aujourd'hui, les poumons de la planète,
les espaces qui sont conservés pour capter les CO2, etc., ce sont encore ces peuples autochtones qui ont un lien avec. Tu amènes un enfant dans la brousse, un enfant de citadin dans la brousse pour y dormir. Le lendemain, il te dit qu'il va rentrer parce qu'il a envie de dire il y a un serpent qui viendra. Alors que ces peuples-là, eux, ils vivent avec leurs enfants, presque nus, en harmonie avec la nature. Ce qui est sur le tapis en termes de débat aujourd'hui, c'est au-delà de l'environnement, une question de sécurité, de sécurité sociale. On aura l'occasion d'y revenir parce que c'est vrai que dans une autre circonstance, notamment à l'émission TH, on avait vu qu'il y avait des possibilités d'avoir une agriculture rentable en n'étant pas agressif face à la nature. On aura le temps d'y revenir à Apollinaire Léo. Le temps imparti pour cette émission de ce jour nous a échappé parce que le thème était intense. Merci d'être des nôtres toujours. Amis téléspectateurs, à vous aussi, mon équipe et moi, nous vous savons gré de votre amitié éternelle. À la prochaine.